Bonjour tout le monde. Alors j'espère que la journée se passe bien pour vous et que vous trouvez votre compte un peu dans l'ensemble des conférences. J'espère aussi que vous n'avez pas pensé qu'on allait faire une journée dédiée à l'IA sans parler de chatbot. Et donc justement, ça va être le but aujourd'hui. On accueille du coup Amandine Tran et Alice Calliger de SNCF Connect & Tech, qui sont data scientists et qui vont du coup justement vous présenter leur solution de RAG, mais après le déploiement, après l'industrialisation, qu'est-ce que ça donne? On peut les applaudir bien fort. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, avec Amandine, aujourd'hui, on va vous parler de notre chatbot RAG. Et comme on vous le disait juste avant, on va plutôt vous parler de ce qui s'est passé depuis un an. Donc la première mise en prod, c'était il y a un an. Et du coup, il s'est passé pas mal de choses. Et on va vous parler plutôt de cette période-là. Alors déjà, juste très rapidement pour se présenter, du coup, moi, c'est Alice Calliger et je suis data scientist chez SNCF Connect & Tech. Bonjour à tous, moi c'est Amandine Tran, également Data Scientist chez SNCF Connect & Tech, donc dans la même équipe qu'Alice. Alors du coup, juste très rapidement, quelques mots sur l'entreprise. SNCF Connect & Tech, il y a 3 activités. Souvent, vous connaissez la première, qui est l'agence de voyage, qui est représentée par la marque SNCF Connect. Et il y a 2 autres activités, une activité d'éditeur de solutions numériques et de fournisseur de services numériques, via la marque Tesmo, qui est un peu moins connue parce qu'elle est plutôt c'est plutôt pour les entreprises et les collectivités. Donc vous la connaissez peut-être un peu moins. Et juste quelques chiffres sur ces 2 marques. En 2025, sur SNCF Connect, du coup, on a vendu 233 millions de billets. Ça représente 4,5 millions de visites par jour. Et côté Tesmo, du coup, sur la partie création de services et solutions numériques, là, on était sur 250 projets / applications et à peu près 5000 mises en production. Donc ça, mais aujourd'hui, là, du coup, nous, on va plutôt s'intéresser à SNCF Connect, vu qu'on va vous parler du chatbot de SNCF Connect. Du coup, là, dans cette première partie, on va refaire un petit récap sur le déploiement. Ça va être une première partie assez rapide et après, on va parler plus en détail de la partie post-déploiement. Donc, pour remettre un petit peu de contexte sur notre chatbot, ça fait quand même assez longtemps qu'il existe sur l'application. Pour donner quelques chiffres, en 2023, il était déjà pas mal utilisé avec à peu près 20 000 questions par jour, mais le taux de satisfaction n'était pas vraiment là, on était à 12% de satisfaction. Et ça venait essentiellement du fait qu'on était sur une architecture en arbre de décision. Du coup, l'expérience, elle était assez longue, il y avait beaucoup d'étapes avant d'avoir une réponse, et la réponse, elle était souvent à côté, malheureusement. Du coup, en 2024, on s'est dit qu'il fallait qu'on intègre de l'IA générative, du coup via une architecture RAG. Donc globalement, on met un LLM dont le contexte est enrichi via une base de connaissances qui là se base sur nos pages de FAQ. Donc entre 2024 et 2025, on a déployé ce chatbot RAG qui répondait bien à des problématiques relativement simples, mais pour des problématiques un peu plus spécifiques aux utilisateurs, donc un peu plus complexes, ça ne marchait pas très bien. Du coup, là, depuis la fin de l'année dernière, on est en train de basculer vers une architecture agentique où on peut vraiment avoir une conversation. Ce n'est pas encore en production, c'est toujours en cours. Ça devrait être bientôt en production. Et là, on espère pouvoir un peu mieux répondre aux besoins de personnalisation et de l'attente des résolutions de problèmes plus complexes qu'ont nos utilisateurs. Donc, alors là, c'est juste pour vous remontrer un peu le produit. Donc globalement, vous avez accès au chatbot en bas de page. Vous pouvez lancer une conversation, lui poser votre question. Donc par exemple, comment échanger mon billet? Donc là, il va aller chercher les informations et constituer sa réponse. Et vous avez la réponse. Et à la fin, vous avez les liens vers les pages de FAQ qui ont été utilisées pour construire cette réponse. Et vous pouvez donner votre avis aussi, c'est assez important pour nous. Donc voilà pour le produit.
Donc, comme je disais, on avait donc un chatbot initial qui était basé sur des règles, et là l'idée c'était d'intégrer de l'IA générative du coup quand même à grande échelle. Donc il fallait vraiment un déploiement progressif pour que ça soit vraiment sécurisé et maîtrisé. Et ça a été permis parce qu'en amont, on a une brique qu'on appelle le routeur qui va catégoriser les messages des utilisateurs en 17 thématiques, donc par exemple échange d'annulation, retard, problème de paiement, etc. Et du coup, on a déployé thématique par thématique à partir de octobre 2024, où on a commencé par déployer les thématiques les moins sensibles et les plus qualitatives, grâce à un mécanisme d'activation dont je parlerai juste après. Et en parallèle, du coup, on a travaillé sur aussi le fond et la forme des pages de FAQ. Et tout ça, c'était validé via 2 mécanismes essentiellement. Une revue manuelle par les équipes avant chaque mise en production et une mesure systématique du feedback utilisateur pour valider vraiment la pertinence des réponses. Et du coup, à l'été 2025, en gros, le chatbot était en 100% IA générative avec 17 thématiques couvertes. Donc, si on fait juste un petit zoom sur le principe d'activation, en gros, historiquement, le chatbot, il était dans un outil qui s'appelle Talk Studio, qui est un outil open source qui a été développé à l'origine par les devs de SNCF Connect, qu'on a décidé de garder ici pour centraliser la gestion du chatbot, parce que ça nous permet pas mal d'actions intéressantes, comme par exemple l'activation de feature toggle, l'intégration de règles métiers, la gestion du fallback, l'accès au log de conversation, donc plein de choses intéressantes. Donc on l'a toujours, cet outil, et c'est via cet outil qu'on peut notamment activer ou désactiver le flux IA génératif par thématique. On peut aussi définir d'un pourcentage de questions par thématique qui vont passer par ce flux d'IA générative. Donc c'est assez pratique pour vraiment avoir ce déploiement sécurisé. Et comme ça, on peut désactiver aussi assez facilement dès qu'il y a un souci. Donc là, on va passer dans le vif du sujet, donc l'après-déploiement. Donc là, à partir de l'été 2025 jusqu'à aujourd'hui, on va vous présenter un peu les différents challenges qu'on a eus et qu'on a toujours. Donc déjà, on a un premier challenge sur le monitoring, donc comment on met en place le bon niveau d'observabilité sur le système. Un challenge sur le cycle de vie des LLM, vu qu'il y a des nouveaux modèles tout le temps et qu'ils ils sont aussi décommissionnés très vite, donc il faut être à jour, se mettre à jour très régulièrement. Un challenge sur les retours utilisateurs, donc comment on collecte, on analyse des feedbacks pour pouvoir ensuite identifier les irritants et prioriser nos améliorations. Un 4e challenge sur les temps de développement, comment on arrive à réduire le lead time pour proposer donc une solution pertinente à chaque instant. Un challenge sur la sécurité, on ne va pas trop rentrer en détail dans cette présentation après dessus, mais il est là, vu que les briques évoluent aussi très vite, il y a la sécurité associée qui évolue, donc il faut vraiment se suivre pour garantir la fiabilité du système à tout instant. Un 5e challenge du coup sur la robustesse, donc comment on fait pour améliorer techniquement notre produit en continu. Un challenge un peu spécifique sur l'agentique, vu qu'il y a une très forte croissance de l'usage de l'agentique qui change et les habitudes utilisateurs et nos façons de développer, et qui nous force aussi à l'intégrer dans nos produits à nous. Donc c'est un gros bouleversement, donc ça c'est un assez gros challenge. Et un dernier challenge qui sort un peu de la tech sur la visibilité et la découvrabilité de notre chatbot, parce que c'est chouette d'avoir un chatbot qui marche, mais s'il est peu visible et pas utilisé par les utilisateurs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a eu un travail un peu du X qui a été fait et qu'on voulait vous présenter à la fin de cette présentation. Donc le premier challenge sur le monitoring et sur comment on met en place le bon niveau d'observabilité. Donc nous, aujourd'hui, on a un dashboard sur Datadog avec différents types de métriques, des métriques business globales, des métriques business par thématique et des métriques techniques. Donc sur la partie business, on va mesurer le taux d'utilité, le taux d'autonomie, le taux de feedback, etc. C'est intéressant aussi de l'avoir par thématique pour pouvoir détecter les thématiques qui dérivent. Sur la partie technique, on va regarder la latence, les erreurs, le circuit breaker, qui est le mécanisme qui va désactiver le flux IAG dès qu'on a un taux d'erreur qui va dépasser un certain seuil. Aujourd'hui, du coup, on a un rapport quotidien qui est envoyé par mail et on a des alertes sur Teams avec différents niveaux de criticité. Si toutes les thématiques passent sur du fallback, là, on est
niveau critique. Élevé, c'est quand certaines thématiques passent sur le fallback. Et faible, c'est par exemple l'ouverture d'un ticket d'anomalie. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour nous, c'était important de centraliser ces métriques, mais de différencier bien les métriques business et tech. C'était important aussi de garder l'ownership sur notre monitoring pour ne pas dépendre d'autres équipes et d'être assez réactif en cas de problème. Et de définir du coup des mode-up heure ouvrée, heure non ouvrée, parce qu'on est sur un produit du coup qui vit en continu. Et nous, on n'est pas une équipe de prod à proprement parler, donc il fallait définir certaines règles. Deuxième challenge sur le cycle de vie des LLM. Donc, comme vous le savez, il y a des nouveaux modèles tout le temps, et donc il y a les anciens aussi qui disparaissent très vite. Et donc, là, ça fait 1 an, donc on a déjà connu plusieurs décommissionnements, donc on commence à être un peu mieux rodé. Mais le premier, c'était un petit choc. Donc le premier, on était en juin 2025, et en juillet 2025, ils décommissionnaient Sonnet 3 à l'époque, qu'on avait sur pas mal de thématiques. Donc on s'est dit, OK, on bascule tout sur Sonnet 3.7. Sauf que assez vite, on a eu des problèmes de latence, de quotas. Donc il a fallu vite trouver des développements alternatifs pour avoir une solution viable en production. Et donc en juillet 2025, on a basculé 8 thématiques sur Sonnet 3.5 et 9 sur Sonnet 4. Ensuite, là, on vous a mis un peu tout l'historique des différents LLM au cours des mois. En gros, en septembre, on a travaillé sur la latence et sur les coûts. Et donc, suite à ça, on a basculé 8 thématiques sur un modèle AWS Nova Pro. Suite à ça, on a eu quand même une baisse de satisfaction et des feedbacks assez conséquentes. C'était assez compliqué de comprendre vraiment d'où ça venait. Donc, on est reparti un peu on n'est pas parti de zéro, mais disons, on a refait un benchmark de différents LLM. Avec le métier, vraiment, on a pris le temps de faire cette étude-là. Et du coup, en janvier 2026, on a basculé les 8 thématiques sur Haiku 4.5. Et récemment, là, du coup, ils décommissionnent Sonnet 4 dans 2 semaines. Du coup, on a basculé les thématiques sur Sonnet 4.6. Je crois qu'il y avait un truc. Ah oui. Du coup, les apprentissages, c'est que c'est très important de suivre le cycle de vie de nos modèles. Et c'est important aussi d'avoir une infrastructure qui permet le déploiement et le test de ces nouveaux modèles pour être très réactif. Voilà. Et pour la suite, je vais laisser Amandine continuer. Yes, merci Alice. Donc on vous a parlé déjà de monitoring et de cycle de vie des LLM. Là, on va plutôt vous parler du coup de comment on va traiter les retours utilisateurs, les collecter, puis les analyser pour identifier les irritants principaux. Maintenant qu'on a déployé notre bot depuis déjà depuis 2025 à 100%, donc on a toute la partie collecte des feedbacks qui est déjà en place. Donc à chaque fois qu'un utilisateur pose une question au chatbot, on va recueillir donc son feedback négatif ou positif et aussi la raison pour laquelle il a donné ce feedback. Tout ça, ça va permettre d'alimenter donc l'outil qui s'appelle HoloBrain, qui est utilisé par l'équipe relations clients pour analyser toutes les conversations et toutes les conversations aussi par thématique. Donc c'est très intéressant pour eux de les analyser par thématique. Et de notre côté, donc ça va servir à alimenter notre dashboard de monitoring pour calculer les métriques de satisfaction utilisateur et de taux de feedback. Et toutes ces données-là, donc on va les analyser. Donc ça va nous permettre d'identifier les irritants les plus récurrents pour les utilisateurs. Aussi de qualifier l'impact sur l'utilisateur. Est-ce que ça empêche la tâche? Est-ce que ça la ralentit? Et aussi l'impact business, et pour pouvoir du coup prioriser le traitement de ces irritants-là. Donc ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement avec le métier. Sur la fin de l'année 2025, on a notamment fait une grosse phase d'analyse de données sur une de nos thématiques qui étaient les plus sollicitées. Et donc ça a permis de dégager un des enjeux sur 2026, qui est la personnalisation des réponses de notre chatbot. Puisque lorsqu'on a déployé la première fois notre chatbot RAG, il fournissait des réponses génériques, puisque tout simplement, il avait accès à aucune donnée personnelle de l'utilisateur. Donc forcément, la réponse générique pour chaque question.
c'était pas forcément problématique au départ, en tout cas pas un irritant qui était remonté, puisque la plupart des questions des utilisateurs étaient génériques. Donc il n'y avait pas tellement d'irritants identifiés de ce point de vue-là. Mais les habitudes des utilisateurs aujourd'hui, elles ont beaucoup changé, et puis les attentes maintenant poussent de plus en plus vers des réponses personnalisées au cas précis du client, concernant par exemple son voyage du jour. Donc là, c'était vraiment un enjeu qu'on a voulu prendre sur 2026, et là on a commencé à le faire petit à petit. Donc en commençant par des informations qui sont assez faciles à récupérer, donc là rien qu'en ajoutant le statut de connexion de l'utilisateur, puisqu'il y a certaines fonctionnalités qui sont accessibles en fonction du statut de connexion. Ça a permis d'augmenter le taux de réponse qui était jugé utile d'environ 1,2 points de pourcentage, donc ce qui était quand même pas négligeable pour juste une petite information. Et donc là, l'objectif à terme, ça va être d'ajouter d'autres informations supplémentaires comme les achats ou encore les cartes de fidélité et de réduction client. Donc tout ça, cet enjeu-là, on l'a identifié grâce à l'analyse métier qui a permis de vraiment relever les axes prioritaires pour cette année-ci. Mais tous ces développements-là, ça nécessite forcément un temps de dev. Le challenge numéro 4 qu'on va vous présenter ici, c'est comment est-ce qu'on réduit le lead time pour essayer de proposer une solution qui soit pertinente à chaque instant. Donc pour nous, c'est quand même important d'avoir un développement qui soit sécurisé, tout un flux de tests en amont du déploiement. Donc notre flux de tests, il va en tout cas, lorsqu'on a déployé la première fois notre bot, il va se décliner en 4 étapes principales. Donc toute une partie de test de sécurité. On a aussi des tests automatiques qu'on mène à chaque fois qu'on itère sur notre développement pour déjà avoir une première estimation de la qualité des réponses suite à nos changements. Et ensuite, en fonction aussi de la nécessité, on peut avoir des tests de charge qui sont réalisés pour vérifier la résilience de notre bot après un changement. Et enfin, la partie qui est la plus longue aussi, ce sont les tests métiers qu'on effectue assez régulièrement. En tout cas, sur 2025, on l'effectuait à chaque changement de modèle, par exemple. Donc ça prend à peu près une semaine par campagne. Donc ça implique toutes les équipes métiers, mais aussi toutes les équipes de développeurs côté équipe bot. Et sur la fin de l'année, en fait, on s'est rendu compte que à la fin, faire une semaine de test métier à chaque fois qu'on changeait de modèle, c'était pas tenable. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment se concentrer sur cette partie test, essayer de mettre à jour toute notre batterie de test. Et deuxième point aussi, c'est que les tests automatiques qu'on avait implémentés, finalement, ne nous convenaient pas, puisque les métriques qui étaient générées, on ne les jugeait pas assez fiables. Il y avait parfois des incohérences entre la qualité globale estimée à la suite des tests automatiques et ce qu'on observait lorsqu'on décortiquait chaque cas de test un par un. Donc finalement, en fait, les tests automatiques n'étaient pas si automatiques que ça. On repassait du coup sur les cas de test un par un, et puis au lieu de 2 heures de campagne, finalement, on prenait parfois plusieurs jours à analyser ce qui n'allait pas, et c'était vraiment, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc sur 2026, la priorité, c'était vraiment d'essayer de mettre à jour tout notre flux de tests, déjà avec un retravail de la brique de test automatique pour fiabiliser ça. Donc ça, c'est un retravail qu'on a déjà entamé, mais qui est toujours en cours. Et deuxième point aussi, c'est en combinaison avec les tests métiers, on a ajouté une partie A/B test, donc ce qui nous permet d'évaluer l'impact d'un changement lorsque on le met en production, en tout cas sur une partie de notre population. Et donc toute cette partie A/B test, ça va aussi nous permettre de réduire la complexité des tests métiers. On peut se permettre de faire des tests métiers qui soient beaucoup plus courts, ou voire ne pas en avoir besoin. Donc par exemple, à chaque changement de modèle, maintenant, ça va être
inefficace d'effectuer une semaine de test métier. Donc on va surtout prioriser les A/B tests et éventuellement ensuite faire un retravail derrière avant de tout déployer à 100%. Donc là, ce qu'on retient de ça, c'est surtout voilà, de ne pas oublier de faire vivre toute la suite de tests. Donc on avait au départ implémenté 4 étapes sur notre suite de tests. Là, on est progressivement en train d'essayer de la revoir, donc pour bien la mettre à jour en fonction du contexte. Là, pour faire un petit focus sur la partie A/B test, auparavant, chaque fois qu'on déployait une nouvelle, on va dire une nouvelle version de notre bot, on le faisait à 100% sur tous les clients, ce qui pose plusieurs problèmes. Donc le premier, c'est que en cas d'événements exogènes, on ne peut pas savoir si l'évolution du taux de satisfaction utilisateur est due à nos changements ou à cet événement exogène. Donc un premier souci déjà sur la mesure de l'impact de notre développement. Et deuxième souci aussi, c'est que vu que tous les clients ils interagissent avec notre bot, en cas de pépin, on va dire que tous les clients sont concernés, ont le bug et c'est pas très top en termes de sécurité. Donc là, depuis fin 2025 à peu près, on a implémenté les A/B tests en parallèle pour pouvoir répartir de façon simultanée tout le trafic. Entre la version en production et la nouvelle version qu'on souhaite tester. Et vu qu'on peut faire des A/B tests sur différentes thématiques en même temps, ce qu'on peut faire, c'est choisir les thématiques sur lesquelles on veut tester. Donc c'est un peu c'est exactement d'ailleurs la même façon de faire que pour le premier déploiement du bot. Donc on peut choisir d'implémenter de l'activer sur la thématique, par exemple retard de train, échange annulation, et ne pas le faire sur problème de paiement. Et donc tout ça, le déploiement progressif, ça permet de sécuriser toutes nos activations et aussi de mesurer l'impact client pour pouvoir mieux itérer par la suite. Ensuite, sur le 5e challenge, au niveau de la robustesse, donc comment est-ce qu'on itère pour essayer d'améliorer le produit en continu. Là, on voulait vous présenter juste un exemple d'enjeu technique qu'on a et qui est permanent sur notre chatbot. Outre l'amélioration sur la qualité de réponse, il y a tout un travail aussi sur améliorer le temps de réponse de notre bot. Il a déjà s'est déjà beaucoup amélioré depuis la première mise en production du chatbot, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Mais il y a déjà des évolutions qu'on a faites sur 2026 pour essayer d'améliorer ce temps de réponse-là. Donc le premier travail qu'on a effectué, c'est au niveau des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs. Donc si vous allez sur le site ou sur l'app, vous allez voir des exemples de questions sur lesquelles vous pouvez cliquer. Ce sont des questions préfaites qui vont appeler notre chatbot. Et lorsqu'on a implémenté cette fonctionnalité de suggestion de bot pour la première fois, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était très très sollicité par les utilisateurs. Donc on avait soudain un gros pic de sollicitation du bot. Et là, c'était d'autant plus important de mettre en place un cache sur les suggestions du bot. Donc non seulement pour gagner en temps de réponse, mais aussi pour réduire les coûts d'appel au LLM. Et en mettant en place ce cache, on a pu réduire de 8 secondes vers jusqu'à 50 millisecondes le temps de réponse sur une question de type suggestion du bot. Le deuxième travail qu'on a effectué aussi, c'est essayer d'avoir des réponses plus concises, puisque lors du premier déploiement du bot, on avait des réponses qui étaient assez verbeuses. Donc ça nuit aussi à la lisibilité des réponses pour l'utilisateur. C'est pas top non plus en termes de temps de réponse. Donc en réduisant juste de 30%, on avait quand même une réduction de 3 secondes à peu près sur le temps de réponse. Mais en tout cas, tout ce travail-là, ça reste quand même d'actualité. Bon, donc toutes ces questions-là, ça reste quand même un enjeu majeur toujours sur le chatbot à traiter.
Sur le 6e challenge maintenant, sur l'évolution des technologies aujourd'hui, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, le chatbot, quand on l'a déployé, c'était un chatbot de type RAG, donc 100% basé sur une architecture RAG. Et là, comment on fait aujourd'hui à l'ère de l'agentique pour recapitaliser sur ce qu'on a déjà fait, mais tout en intégrant ces nouveaux usages. Donc aujourd'hui, le chatbot, il est encore à 100% sur une architecture RAG. Donc juste pour faire la synthèse, à chaque fois qu'un utilisateur pose une question, on va donc en fonction de la question récupérer les extraits de FAQ qui sont les plus pertinents, et ensuite le LLM va donc récupérer toutes ces informations et fournir ensuite une réponse à l'utilisateur. On s'est rendu compte, après les diverses analyses des retours des utilisateurs aussi, que ce type d'architecture ne convenait plus aujourd'hui. Les retours principaux, c'était surtout sur le fait d'avoir un besoin de converser avec le bot. Aujourd'hui, les utilisateurs ils sont habitués à avoir des vrais échanges avec le bot, pas juste un système de questions-réponses. Et là, l'objectif, c'est vraiment comment passer du pur Q&A, donc 100% ici RAG, à du conversationnel, sans pour autant tout jeter. Ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même conserver toute notre partie RAG qui va être utile pour récupérer les informations métiers nécessaires pour répondre à la question utilisateur. Mais là, le RAG, il ne va pas être juste l'architecture complète de notre chatbot, mais un composant à part entière d'une architecture plus globale. Donc, au-dessus de notre RAG, ce qu'on fait, donc une première étape déjà pour ajouter de l'agentique, on le fait petit à petit. On va ajouter, dans ce qu'on est en train d'implémenter, ajouter une partie agent superviseur qui va s'occuper de clarifier la demande utilisateur. Donc, un des retours fréquents qu'on avait de nos utilisateurs, c'était oui, je pose une question, mais le bot répond soit complètement à côté de la plaque, soit fournit des réponses beaucoup trop générales. Donc là, il y avait un réel souci de clarifier la demande de l'utilisateur. Donc, par exemple, si un utilisateur pose la question j'ai un problème, je n'arrive pas à échanger mon billet, une des choses les plus importantes, c'est identifier s'il s'agit d'un problème technique, un bug sur le site, ou est-ce que l'utilisateur ne sait juste pas comment faire l'échange sur le site. Donc là, en fonction des deux types de questions, on va avoir des réponses tout à fait différentes. Et donc c'est l'agent superviseur qui va être chargé de s'occuper de tout ça. Donc clarifier la demande utilisateur, et une fois que la demande utilisateur est suffisamment claire, il va le transmettre à notre RAG qui va récupérer tous les éléments métiers nécessaires pour répondre à l'utilisateur. Et pour sécuriser tout ça, donc on a ajouté aussi 2 guardrails en input et en output, donc pour garantir toute la sécurité au niveau de l'agent superviseur. Et donc tout ça, c'est vraiment une première étape, donc une première, architecture intégrant de l'agentique, mais à terme, l'objectif, ça va être d'intégrer d'autres agents spécialisés, que ce soit pour récupérer d'autres informations et aussi, pourquoi pas, aussi faire des actions directement sur le site pour l'utilisateur. Donc là, on voit que le RAG, on ne l'a pas jeté, ce n'est pas devenu un legacy, mais un composant vraiment à part entière de notre architecture au plus globale. Et toute la partie clarification, ça va être vraiment géré par l'agent superviseur qui va préciser du coup la demande utilisateur. Et je laisse la 7e partie pour Alice. Ouais, du coup, le dernier challenge qu'on va vous présenter, c'est du coup sur la visibilité et la découvrabilité du coup du chatbot au sein de l'application. Donc globalement, il y a eu deux travaux qui ont été, en tout cas 2 travaux qu'on voulait vous présenter ici sur l'accessibilité. Un premier, donc sur le fait de
contextualiser les suggestions automatiques en fonction de la page sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur la page des cartes d'abonnement, vous allez avoir des suggestions en lien avec les cartes d'abonnement. Si vous êtes sur la page pour réserver des billets de train, vous allez avoir des suggestions en lien avec ça. Donc le premier point, c'était vraiment les suggestions automatiques contextualisées selon l'ancrage. Le deuxième travail, c'est sur le centre d'aide dédié dans le compte client. Donc là maintenant, depuis votre compte client, vous avez ce centre-là dédié où vous avez un accès direct au chatbot et un accès à d'autres liens utiles, comme le lien vers la compensation en cas de retard. Ça peut être utile, mais vous pouvez aussi utiliser le chatbot. Et du coup, voilà, on voulait vraiment vous présenter cette partie-là sur la visibilité. Donc, ce n'est pas nous directement qui travaillons sur ça, mais on voulait quand même mettre en valeur ce travail-là. Parce que vraiment, pour nous, l'UX, ça fait partie, c'est un levier de performance vraiment à part entière. Donc voilà, donc c'était important de le préciser ici. Très rapidement, pour conclure, l'impact de ces optimisations. Donc là, on a mesuré depuis décembre 2025 et c'est sur l'architecture RAG évoluée. Donc on a augmenté de 153% les questions qui sont posées sur le chatbot et qui passent par le flux IAG. On a gagné 2,7 points de pourcentage sur les conversations autonomes, donc conversations qui ne passent pas par les conseillers relations clients. On a gagné 6,7 points de pourcentage sur les réponses jugées utiles par nos utilisateurs. Et comme vous disait Amandine, du coup, le temps moyen pour afficher une réponse, il a baissé de 5 secondes. Et donc, on a hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle architecture agentique par la suite, qui va arriver prochainement. Du coup, en conclusion, là, comme on vous a dit, la première mise en production, c'est vraiment la première étape. Après, il y a encore énormément de travail, surtout avec l'évolution des LLM, des frameworks d'IA générative, et le fait que, du coup, les utilisateurs qui utilisent tout ça aussi au quotidien, ils ont des attentes de plus en plus croissantes, puisqu'ils utilisent ces outils au quotidien. Donc nous, ça nous oblige à être hyper réactifs là-dessus pour essayer de maintenir un niveau de service à la hauteur. Il faut aussi réussir à implémenter des démarches, donc LLMOps, notamment sur l'observabilité, l'évaluation, tout ça. C'est encore en cours chez nous, donc on y travaille. Et il y a encore beaucoup de chantiers. Déjà, comme Amandine en parlait, par exemple, intégrer de nouvelles sources de données, peut-être à terme pouvoir faire des actions aussi via le chatbot, et puis travailler toujours sur l'évaluation, la réduction des coûts, etc. Voilà, c'est tout pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Et n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de satisfaction. On a le temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très chouette. Je me demandais, est-ce que vous faites souvent face à des utilisateurs qui essayent de jailbreak le bot? Ça arrive de temps en temps. Je crois qu'on a eu une fois une alerte un peu importante, mais ça a été vite coupé. Et comme on peut désactiver très vite, le couper très vite, il n'y a pas eu de souci particulier. Mais oui, ça arrive. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, devant là-bas. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez... Ah oui. Pardon. Est-ce que vous avez envisagé de faire du graph RAG? Est-ce que c'était à un moment donné dans vos tests pour tester l'amélioration du RAG, justement? Sur la partie RAG, non, on a directement envisagé du coup une archi agentique, et puis on a pas mal réfléchi, mais essayer de le faire petit à petit. En tout cas, ce qui était important pour nous, c'était essayer de
traiter deux problématiques principales qui étaient personnaliser les réponses et aussi vraiment converser avec l'utilisateur. Donc on est parti là-dessus en espérant vraiment pouvoir, que ça soit vraiment une archi pérenne pour la suite et ne plus dépendre du RAG comme structure, on va dire, comme structure unique du chatbot. Il y avait des questions devant. Bonjour, merci pour la conf. J'avais deux petites questions. Déjà, vous aviez parlé du fait que les utilisateurs n'étaient satisfaits qu'à 12% pour la première version. Est-ce que vous auriez les nombres pour la deuxième, du coup, la vôtre, maintenant? Et la deuxième question, ce sera, est-ce que vous maîtrisez les coûts d'usage de vos LLM pour les chatbots? Alors, ok. Première question. Alors aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est plutôt aux alentours de 40%. Donc il y a encore de la marge. Sur les coûts, je pense qu'on n'a pas trop le droit de trop communiquer sur les coûts, mais oui, c'est hyper suivi, c'est hyper contrôlé. On est déjà aussi, si vous voyez qu'on a à chaque fois on utilise différents modèles, on ne met pas tous sur Sonnet 4.6, etc. On essaye de répartir sur les thématiques sur différents modèles, parce que ça permet de limiter les coûts. Bon, on a aussi des problèmes de quotas, donc ça nous permet aussi de répartir les quotas, mais on essaye vraiment de minimiser les coûts au max. Ouais, c'est un enjeu assez fort. Ouais. J'avais une question concernant J'avais une question concernant la partie guardrails des agents de la partie agentique qui va sortir prochainement. Qu'est-ce que c'est du coup? Ce sont des LLM aussi? Est-ce que ce sont des applications déterministes qui permettent justement de s'assurer que les inputs et les outputs ne mettent pas en danger l'application? Est-ce que vous pourriez détailler cette partie-là, s'il vous plaît? Ouais, alors on avait déjà des guardrails sur la partie RAG, on ne l'a pas trop évoqué. En fait, on utilise, je ne sais plus si on l'a dit, mais donc on est sur AWS, on utilise Bedrock comme provider de LLM, et on utilise aussi les guardrails de Bedrock. Donc c'est plutôt des modèles derrière qui vont qualifier selon les dangers de messages, violence, tout ça, etc. Donc c'est les guardrails Bedrock. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres trucs à ajouter. Non, c'est essentiellement ça. Donc, on avait déjà sur le RAG. On a ajouté aussi pour la partie agent superviseur, donc pour vérifier la question en entrée et aussi la sortie du LLM pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, que ce soit au niveau sécurité et aussi au niveau éthique, que ça respecte bien du coup toutes nos conditions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, là-bas. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais savoir, en lien avec la dernière question sur les guardrails, s'il y avait eu beaucoup de file tuning qui a été nécessaire pour bien les configurer et que ça ne génère pas trop de faux positifs lors de remontées d'alerte. Sur la partie guardrails, pour l'instant, on n'a pas forcément fait un énorme travail de fine-tuning, mais ça reste quand même une question, qu'on se pose et un enjeu principal sur lequel on n'a pas encore eu le temps de se pencher. Mais oui, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. On a encore un petit peu de temps s'il y a d'autres questions. Là-bas. Alors merci pour le talk. Moi j'avais une question sur les inputs en fait utilisateurs. Là on a parlé de guardrails, mais vu que vous utilisez principalement des modèles sur AWS, est-ce que vous faites du nettoyage en fait des inputs pour vous assurer que les données ne sont pas utilisées pour les entraînements de modèles? Type Sanitize ou ce genre de choses. Sur le nettoyage des inputs, en tout cas en input du RAG,
ce qu'on fait, c'est déjà, il y a des utilisateurs, quand ils posent une question, ils ne se contentent pas de juste poser la question, mais ils mettent vraiment un énorme contexte qui contiennent parfois des données sensibles. Par exemple, j'ai eu un problème aujourd'hui parce que ma grand-mère était malade, etc. etc. Tout ça, déjà au niveau de la collecte de ces données, la conservation de ces données dans nos buckets sur AWS, on va avoir une phase d'anonymisation des données pour éliminer donc tous les données sensibles issues des questions et des réponses, et avant de pouvoir les stocker. On stocke quand même pour mesure de debug de façon très temporaire, juste sur quelques jours, les données, mais elles sont les données brutes, mais elles sont systématiquement effacées au bout de quelques jours. Il n'y a que les données anonymisées qu'on conserve. Et ensuite, au niveau de ce que le chatbot reçoit, il reçoit quand même toute la conversation utilisateur. Après, il y a quand même une phase où on va reformuler la question utilisateur pour essayer de nettoyer tout le contexte qu'on peut juger superflu, pour essayer de garder vraiment l'essentiel de la question. Et ça permet aussi au chatbot de mieux comprendre quelle est vraiment la demande de l'utilisateur. Donc il y a ces deux phases-là, à la fois anonymisation et reformulation. On est arrivé au bout du créneau. S'il reste encore des questions, je pense que Alice et Amandine seront très contentes de les prendre en dehors de la salle. Merci pour votre attention. N'hésitez pas surtout à scanner le petit QR code pour leur laisser un feedback, c'est super important. Et puis on peut les réapplaudir bien fort.